Révolution et réaction en France, 1814-1914. La France va traverser tout le XIXe siècle avec toute une série de révolutions qui, bien sûr, sont les conséquences de la révolution de 1789. C'est comme s'il y avait eu un énorme tremblement de terre en 1789 et que des répliques se sont régulièrement présentées durant le siècle suivant. En réalité, plutôt que de dire la Révolution française, il faudrait parler des révolutions françaises. Il y a effectivement la Révolution de 1789, la Révolution libérale, celle qui met Voltaire au Panthéon, et celle qui développe effectivement les idées du libéralisme voltairien. Mais il y a eu aussi la Révolution de 1792, 1792, qui a voulu mettre en place, même si ça a été assez bref, une république sociale, démocratique. C'est en fait l'égalité et la fraternité qui sont devenues des valeurs républicaines à partir de 1792. On a donc ce triptyque liberté, égalité, fraternité, ce duel entre monarchie et république, monarchie libérale ou république libérale ou république sociale, qui va s'affronter pendant tout le XIXe siècle avec trois grandes dates révolutionnaires, 1830, 1848 et 1871. Pourtant, au départ, il semble que, après la défaite de Napoléon et les 100 jours, se mette en place en Europe l'organisation de la défaite des idées révolutionnaires, ce qu'on appelle la réaction, les forces réactionnaires. Et en effet, la plupart des pays d'Europe, pendant tout le XIXe siècle, sont en fait des empires ou des royaumes qui restent toujours calés sur les valeurs de ce qu'on appelle l'Ancien Régime, c'est-à-dire la société de privilèges, la noblesse, la puissance du clergé. Et la France également va connaître une période de restauration avec Louis XVIII, frère de Louis XVI, et ensuite Charles X, frère de Louis XVIII, où effectivement, malgré la charte octroyée par Louis XVIII qui tente à la fois de contenter les libéraux et qui garde une partie de l'héritage révolutionnaire, comme par exemple le Code civil napoléonien, il y a effectivement le retour de la noblesse, le retour de la puissance du clergé, et c'est surtout Charles X qui va effectivement tenter avec son ministre, le prince de Polignac, de revenir en arrière en modifiant la loi électorale, en essayant de censurer la presse et en s'attaquant à cette fameuse charte donnée par son frère en 1814. Et donc, évidemment, c'est ça qui va déclencher le 27, 28 et 29 juillet 1830 la révolution des Trois Glorieuses, de ces 3 journées à Paris où, effectivement, la monarchie réactionnaire, contre-révolutionnaire de la Restauration va être renversée. On aperçoit sur cette carte que c'est à travers toute l'Europe qu'il y a une lutte entre révolutionnaires, idées libérales et sociales, et réactionnaires, les idées des privilèges de la noblesse du clergé de l'Ancien Régime. La France, effectivement, depuis 1789, donne en effet le ton à tout ce qui se passe un petit peu en Europe, avec non seulement le libéralisme, mais également l'idée de nationalisme qui s'est propagée bien sûr pendant la période napoléonienne. C'est le siècle des révolutions, le 19e siècle, c'est aussi le siècle des barricades. En 1830, en effet, le peuple de Paris et la bourgeoisie libérale qui se révolte contre la monarchie réactionnaire va mettre en place dans tous les quartiers de Paris des barricades constituées de pavés, de chariots renversés, de tout ce qu'on peut trouver pour bloquer le passage de la police, du roi, de l'armée et pouvoir se défendre quartier par quartier contre les forces réactionnaires. L'artiste qui a le mieux représenté et symbolisé effectivement l'élan révolutionnaire et les barricades du 19e siècle, c'est bien sûr Delacroix avec son fameux tableau La liberté qui dans le peuple, qu'il a peint suite à la révolution de 1830. On aperçoit évidemment au centre de cette peinture une allégorie, une représentation de la liberté qui tient d'ailleurs dans sa main le drapeau français, et le symbole de la liberté étant le bonnet phrygien qu'elle porte sur sa tête.
et le fusil, bien sûr, dans sa main, symbole de la lutte armée. C'est une allégorie, c'est une sorte de déesse antique, avec le drapé, avec la nudité évidemment, et en même temps un symbole de modernité avec le fusil. À l'époque, la représentation, ce mélange entre la réalité et l'allégorie de la déesse avait d'ailleurs choqué une partie du public au niveau des conventions qui étaient établies. On reconnaît bien sûr le décor de la barricade, à l'arrière-plan Notre-Dame de Paris. Nous sommes bien à Paris, et ce que Delacroix veut représenter autour de cette liberté, c'est que l'ensemble de la population est bien sûr présente pour lutter contre les soldats du roi. Il y a tout à fait à gauche l'ouvrier, il y a le bourgeois avec son haut de forme, son chapeau haut de forme noir qui tient son fusil, qui représente peut-être Delacroix lui-même, Delacroix qui, comme tous les artistes de l'époque romantique, sont des artistes engagés dans la politique. Il y aura beaucoup de poètes, d'écrivains, de peintres au XIXe siècle qui vont, non pas comme au XVIIIe siècle et les Lumières, discuter dans les salons, mais s'engager politiquement. Il y a le paysan qui est au pied de la liberté et qui regarde. Alors évidemment, un paysan à Paris, c'est un petit peu évidemment plutôt symbolique que réaliste sur les barricades. Et puis on a sur la droite le symbole, la jeunesse, les petits gamins de Paris, comme le personnage de Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo, qui servait à ravitailler les barricades et à faire messager d'une barricade à l'autre pendant la lutte. Et d'ailleurs, dans le roman de Victor Hugo, le personnage de Gavroche meurt en chantant cette fameuse chanson « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Je suis tombé dans l'eau parce qu'il y avait une flaque d'eau, c'est la faute à Rousseau », symbole de la continuité des idées, de la présence des idées des Lumières, même dans la population parisienne. Sur les barricades, on se bat en fait au nom des idées de Voltaire et de Rousseau, liberté, égalité, etc. On a donc cette magnifique toile qui est une glorification du peuple citoyen guidé par la liberté et guidé par l'engagement de toute la population contre les injustices de la réaction monarchique. Alors, la monarchie est renversée, Charles X s'enfuit, il abdique, il s'enfuit. Il est remplacé par un cousin, Louis-Philippe d'Orléans, qui devient roi des Français, et non pas roi de France comme l'était Charles X. Le symbole est très fort, c'est la référence à la souveraineté populaire telle qu'elle était dans l'idée libérale, dans l'idéologie libérale des Lumières. Il y a effectivement, dans cette révolution de 1830, une similitude très forte avec la révolution de 1789. C'est une révolution libérale qui remet en place une monarchie libérale, finalement modèle un peu à l'anglaise. Et quelque part, c'est très rapidement aussi, comme en 1789, un échec, car on se rend compte très rapidement, notamment dans les milieux ouvriers, que les injustices sont toujours présentes, que les patrons ont toujours tous les droits. En plus, à l'époque, il y a l'apparition des nouvelles machines industrielles qui font perdre des emplois et qui réduisent effectivement les salaires. Et donc on aura dès 1831 une première révolte contre Louis-Philippe, à peine installée, c'est la révolte des canuts, les ouvriers du textile à Lyon. Ensuite, il y aura des émeutes en 1834 à Paris et à Lyon aussi, populaires, parce qu'en réalité, le changement de monarchie n'a rien changé pour la misère de l'immense majorité de la population en France. Finalement, ceux qui sont morts sur les barricades lors de la révolution des Trois Glorieuses, si bien représentée par Delacroix, se demandent effectivement, avec toute cette répression, le retour du pouvoir du clergé, les plus riches qui dominent toujours la société, la répression des manifestations, la censure. Est-ce que c'était bien la peine effectivement de se faire tuer pour la liberté, de défendre la liberté alors que la liberté n'est toujours pas présente? On a ici une caricature de Daumier, artiste majeur de la caricature, et justement la caricature va devenir au XIXe siècle une véritable arme politique, car en même temps, lorsqu'on installe un régime libéral où bien sûr la bourgeoisie riche domine, on est aussi obligé d'accorder la liberté de presse, qui fait partie aussi de l'idéologie libérale. Et donc c'est à travers la presse, à travers la caricature,
que effectivement les petits bourgeois vont pouvoir s'exprimer et lutter contre le pouvoir de la monarchie libérale et des classes plus élevées. Car finalement, une révolution, c'est quoi? C'est une lutte entre les élites. Et effectivement, la bourgeoisie libérale qui gagne la révolution de 1830 est rapidement divisée en deux, entre d'un côté la bourgeoisie maigre, les artisans, les commerçants, les classes moyennes, qui payent des impôts, payent des taxes, etc., pour nourrir finalement le roi Louis-Philippe, qui est caricaturé par Daumier avec cette fameuse tête de poire, qui fera effectivement la réputation de Daumier, et qui fera aussi la mauvaise réputation de Louis-Philippe, puisqu'effectivement, Louis-Philippe, en tout cas ceux qui le rejettent de par sa défécation, ce sont en fait tous les textes de loi de l'Assemblée nationale qui ne servent en fait qu'aux privilégiés, c'est-à-dire les nouveaux privilégiés, c'est la bourgeoisie grasse qui a remplacé la noblesse et qui reçoit toutes les décorations, qui est immensément corrompue, puisqu'on voit que la plupart, et beaucoup d'impôts en fait tombent à côté et n'arrivent pas jusque dans la bouche du roi. Et donc les caricatures de Daumier sont d'une violence extrême contre le roi. De plus en plus, il y a des manifestations républicaines, puisque le droit de vote est avec un sens très élevé, et il n'y a que très peu de bourgeois en fait qui ont le droit de vote. Ce sont les hommes d'affaires, les banquiers. Et donc, en réalité, cette frustration politique va être aggravée par la grave récession économique qui touche l'Europe à partir de 1845. Il y a des conflits sociaux partout, il y a des frustrations politiques, il y a des revendications nationales, et bien sûr, ce qui va arriver, c'est une nouvelle révolution. Pour une fois, ce n'est pas en France que démarre la révolution de 1848, mais bien en janvier 1848, une révolution qui éclate en Sicile, pour des raisons évidemment de cette grave crise économique, des conflits sociaux, des frustrations politiques et en même temps dans toutes les régions d'Italie, revendications nationales, puisque l'Italie est occupée par des puissances étrangères. À Berlin, il y aura une révolution importante. Le roi Frédéric Guillaume de Prusse va être obligé de donner une constitution libérale à son pays. Dans le nord de l'Italie, l'armée autrichienne va devoir réprimer des révolutions à Milan, à Venise. Toute l'Europe, en fait, va connaître les barricades. Et Paris ne va pas échapper à la règle, évidemment, puisque les Français sont les grands spécialistes de la Révolution. Et donc, le 24 février 1848, les barricades se dressent à Paris. Louis-Philippe d'Orléans est renversé. Et effectivement, on va installer et mettre en place la République. Avec cette question, c'est le poète romantique Lamartine qui prend la tête du gouvernement provisoire. Avec cette question, mais quelle République? Une République bourgeoise, libérale, avec le drapeau de la France, le bleu, blanc, rouge, le nationalisme, le libéralisme, ou une revendication qui apparaît à gauche sur la peinture, avec par exemple Marie de Lille et le drapeau rouge qui réclame la République sociale, comme en 1792. Dans un premier temps, les mesures sociales sont assez importantes. Suffrage universel, création d'ateliers nationaux pour engager les chômeurs, c'est-à-dire le droit au travail. Et effectivement, il y a un conflit entre les milieux populaires et la petite bourgeoisie qui veut des réformes radicales, comme le partage des richesses, la démocratie directe. On les appelle d'ailleurs les partageux. On les appellera aussi les socialistes. Et puis de l'autre côté, la bourgeoisie libérale qui veut une démocratie représentative, qui veut garder la libre concurrence et les droits des patrons. Et donc on a effectivement deux camps républicains qui s'affrontent en 1848. Et lorsqu'il y a des élections, les premières élections au suffrage universel en mai 1848, eh bien, l'Assemblée nationale se retrouve dominée par les partis bourgeois. Pourquoi? Parce que effectivement, les élections, la majeure partie de la population, ce sont déjà des paysans en France à l'époque. Et les paysans votent comme disent de voter les curés, comme les notables du village sont les seuls candidats. Une grande partie de la population est illettrée. Et donc, forcément, ça combiné aux distributions, soit d'argent, soit de pain, au fait que les patrons d'usines influencent leurs ouvriers en disant que s'ils votent mal, ben, ils seront virés, etc. Eh bien, finalement, au suffrage universel, la population qui va voter, suffrage universel masculin,
eh bien la population vote en fait, le peuple vote pour les bourgeois qui les exploitent. Et donc, à partir de là, l'Assemblée nationale va effectivement fermer les ateliers nationaux. Ça va déclencher une nouvelle révolution en juin 1848. Les barricades se reforment à Paris avec les républicains socialistes, mais ils se font écraser par l'armée. Et donc, c'est l'échec de la deuxième révolution de 1848. Donc, en 1848, il y a une révolution en février et une révolution en juin. En décembre 1848, il faut alors choisir le président de la République, puisque la nouvelle constitution dit que la France sera dirigée par un président, et lors de cette élection, il y a un candidat surprise qui débarque. Il y a bien sûr un candidat républicain libéral, un candidat républicain socialiste, il y a aussi des candidats monarchistes, réactionnaires, catholiques, etc. Et puis il y en a un qui arrive, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Bonaparte, qui est soutenu par les milieux populaires parce qu'il promet des mesures sociales. Et donc, effectivement, il y a une dimension sociale dans Louis-Napoléon Bonaparte. On peut dire qu'il est républicain social. Mais en même temps, quand il voit la bourgeoisie, il promet à la bourgeoisie l'ordre, l'autorité, le respect de la religion. Et donc, il a également un programme finalement très très libéral et en plus catholique pour satisfaire quand même une grande majorité des Français qui restent catholiques à l'époque. Et bien sûr, il a un nom. Il s'appelle Bonaparte et la légende de Napoléon est toujours bien sûr très présente, très récente même. Et il va donc remporter les élections. Il va faire encore mieux que les remporter puisque, prétextant le conflit permanent face à l'Assemblée nationale qui ne lui donne pas assez d'autorité, il va carrément, le 2 décembre 1851, faire un coup d'État qui lui permettra de prendre le pouvoir et d'instaurer le Second Empire et de prendre effectivement en 1852 donc la proclamation de l'Empire. Et il prend le nom de Napoléon III par respect pour le fils de Napoléon Ier qui n'a jamais vraiment régné. Et c'est donc un coup d'État qui en plus va être plébiscité, c'est-à-dire que Napoléon III organise en permanence des plébiscites, c'est-à-dire des élections, une sorte de vote où on a le droit de dire oui ou non, si on est d'accord ou pas. Et une immense majorité des Français va le soutenir de toute façon, au cas où ces plébiscites sont bien sûr truqués. On profite toujours de l'ignorance et du peu d'instruction du peuple, évidemment. Il y a à peu près que 60% d'alphabétisation en France à l'époque. Et de toute façon, corruption et tricherie modifient toujours les résultats électoraux en faveur de Napoléon III. Dans un premier temps, les Français sont quand même relativement positivement du côté de Napoléon III, puisque la politique extérieure de la France est très très glorieuse dans les années 1850. Il y a la victoire en Italie contre les Autrichiens, il y a la victoire contre les Russes en Crimée, il y a une politique de colonisation très ambitieuse de la part de Napoléon III au Sénégal, au Cambodge notamment, et donc il est très populaire, et en plus, contrairement à son oncle, il choisit non pas de s'opposer, mais de s'allier aux Britanniques. De façon très intelligente, il a compris que le Royaume-Uni était la première puissance d'Europe et qu'il ne servait à rien d'être en compétition avec l'Angleterre. Il admire d'ailleurs les Anglais et il veut faire de son empire un empire assez libéral, assez inspiré par le système anglais, par l'empire britannique. Et donc jusque 1860, tout va bien, alors qu'en réalité, cette période du Second Empire a été dramatique pour une grande partie de la population. C'est une époque toujours d'exploitation des ouvriers, des paysans, une grande misère sociale à l'époque. Mais le fait d'être un empire, la gloire de l'empire, la propagande de Napoléon III va pouvoir un petit peu manipuler tout ça. C'est l'époque durant laquelle se déroulent tous les grands romans d'Émile Zola, dont les plus célèbres, entre autres, on a bien sûr le roman Germinal qui décrit le travail horrible dans les mines, etc., l'assommoir, l'alcoolisme, la misère de la population pauvre, au chômage exclu, etc. Sous Napoléon III, on peut vraiment dire que le libéralisme s'exprime de façon la plus totale avec l'enrichissement de plus en plus important des riches et la pauvreté qui augmente d'un autre côté en France. Une grande croissance économique, mais au profit d'une toute petite minorité de la population, les élites qui se sont alliées à Napoléon III. Et puis à partir de 1860, ça va mal tourner. D'abord au niveau économique, ben, il y a une crise
Hein, l'économie capitaliste libérale, elle monte, elle descend, il y a des croissances, il y a des crises. Et premier échec militaire pour Napoléon III, c'est l'expédition du Mexique, qui va être une catastrophe. Et donc, face à cette situation de crise, le pouvoir est de plus en plus contesté. Donc, Napoléon III va se trouver un ennemi en Europe, une guerre pour détourner l'attention de la population. C'est la rivalité avec la Prusse. Et cette rivalité avec la Prusse va causer sa perte, puisque lors de la guerre contre la Prusse, il est défait à Sedan. Le 2 septembre 1870, l'armée française est encerclée, Napoléon III capitule et du coup, évidemment, on proclame la Troisième République, le renversement de la République. C'est Thiers qui prend la tête de ce gouvernement provisoire qui doit négocier la paix avec l'Allemagne, qui a été unifiée justement par la Prusse. C'est la première grande conséquence de cette guerre franco-prussienne, c'est la création de l'Allemagne. Lors du traité de Francfort en mai 1871, en plus, la France perd l'Alsace et la Lorraine, doit rembourser les coûts de la guerre. Et effectivement, ce traité de Francfort va avoir des conséquences sur l'histoire de l'Europe, puisque c'est le départ de la grande rivalité franco-allemande qui va se reproduire en 1914 et en 1940. Et donc l'origine des deux guerres mondiales se trouve dans ce traité, puisque l'Alsace et la Lorraine sont des régions très très riches en charbon, qui est devenu évidemment, durant la révolution industrielle, une ressource primordiale. Et donc, effectivement, pour la France et l'Allemagne commence une période très très dramatique. Ça commence par une victoire allemande, mais ça se terminera en 1945 par la défaite totale de l'Allemagne et une haine sur plusieurs générations entre les Français et les Allemands. Ces négociations avec les Allemands, les Prussiens, sont très très mal vues à Paris. Paris qui a résisté au siège prussien. Et le 18 mars 1871, les Parisiens se rebellent et refusent de rendre les armes au gouvernement de Thiers. Une partie des soldats rejoignent cette révolution qui se déclenche. C'est une guerre entre finalement une nouvelle fois deux républiques. Thiers et son gouvernement se réfugient à Versailles. C'est la République libérale bourgeoise. Et à Paris, c'est un gouvernement socialiste qui s'installe. C'est la République sociale qui va prendre le nom de Commune de Paris, reprenant d'ailleurs aussi pour la diriger le comité de salut public tel qu'il avait été créé lors de la Première République en 1792. Et donc la commune, elle prône quoi? Elle prône la démocratie directe. Elle prône la nationalisation des biens, c'est-à-dire confisquer les biens des bourgeois et du clergé afin de partager les richesses avec les plus pauvres. Elle prend comme drapeau le drapeau rouge. Et effectivement, une nouvelle fois, des barricades se place dans tout Paris afin d'empêcher le gouvernement de Versailles de reprendre le pouvoir de Paris. Le rêve des communards, comme on va les appeler, c'est effectivement de provoquer une révolution à Paris, puis une contagion à la France, une contagion à l'Europe. On a effectivement, à partir des années 1860, un développement important de la photographie. On a donc l'occasion ici de voir une photographie de barricade et non plus une peinture comme avec Delacroix en 1830. Ça ne va pas durer très longtemps, cet idéal communard, puisque, effectivement, à partir du 21 mai 1871, l'armée des Versaillais, l'armée de Thiers, rentre en ville et s'empare assez facilement des barricades des communards. En effet, durant le Second Empire, Haussmann, un des ministres Napoléon, avait créé les fameux grands boulevards parisiens qu'on connaît toujours aujourd'hui. Paris avait connu une très très grande croissance, un très très grand développement urbain dans les années du Second Empire. Et donc effectivement, les barricades sont beaucoup plus difficiles à défendre sur ces grands boulevards. Et en une semaine, les Versaillais vont reprendre Paris. Alors dans une ambiance de terreur totale, puisque des otages détenus par la commune vont être exécutés, des prêtres notamment, des bâtiments vont être brûlés. Du côté des Versaillais, ils vont massacrer les communards, puisqu'en une semaine, il y aura à peu près 30 000 victimes, c'est-à-dire plus de morts que pendant la Révolution française, que pendant la terreur, que pendant tout ce qui s'est passé entre 1789 et 1799. Donc en fait, l'événement révolutionnaire le plus violent du 19e siècle a été effectivement la répression de la Commune à Paris en mai 1871. C'est la fin de la République sociale. Mais comment faire pour que toutes ces révolutions s'arrêtent? Car c'est sans fin, hein. On a bien sûr deux camps qui sont toujours face à face.
la République libérale, la République sociale. On a même une hésitation à un moment monarchiste, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudrait pas revenir, est-ce que c'est pas finalement le fait d'être en République qui crée le désordre. Et la Troisième République va finalement s'imposer avec l'idée d'une démocratie. On met par exemple pour l'élection présidentielle un suffrage indirect, un petit peu inspiré d'ailleurs du système américain. En tout cas, c'est l'Assemblée nationale. Les Français peuvent voter au suffrage direct pour l'Assemblée nationale, mais c'est l'Assemblée nationale qui va décider l'élection du président. Donc on essaye d'éviter, de retenir la leçon de Louis-Napoléon Bonaparte, le candidat qui a débarqué de nulle part et qui a finalement pris le pouvoir face à l'Assemblée nationale. Ensuite, les réformes les plus importantes vont être celles de Jules Ferry, qui entre 1879 et 1882 va réformer l'école et va créer effectivement l'école républicaine, c'est-à-dire un enseignement laïque pour lutter contre l'influence du clergé catholique, qui était contre-révolutionnaire. Et donc ça, le but, c'est qu'il n'y ait plus de réaction, et effectivement d'éduquer les enfants, de supprimer l'enseignement catholique et d'éduquer les enfants dans les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Il faut que l'enseignement soit gratuit, parce qu'effectivement, il faut que toutes les classes du peuple puissent évidemment bénéficier de cet enseignement, et également obligatoire pour évidemment empêcher les familles d'utiliser leurs enfants au travail. Notamment, ce sera l'objet d'un compromis avec les paysans. On autorisera les enfants à ne pas avoir cours en juillet-août afin qu'ils puissent aller travailler dans les champs et ne reprendre l'école qu'en septembre, puisque l'école reste quand même obligatoire de septembre jusqu'à juin. En théorie, le fait que les gens soient instruits, tous instruits, permet au vote de vraiment s'exprimer et de ne pas se laisser manipuler par évidemment les démagogues, comme on a eu évidemment dans les expériences notamment de 1848. Et on va aussi avoir des réformes sociales pour réguler les conditions de travail. On va instaurer le dimanche, jour de congé, réduire la durée du temps de travail, autoriser les syndicats. Et donc ça permet de dire au peuple qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser la violence, mais bien le vote, l'urne, la représentation syndicale pour s'exprimer. Et c'est effectivement ça le succès de la Troisième République, c'est d'avoir réussi, grâce à l'enseignement, à finalement discipliner le peuple. C'est effectivement la fameuse phrase « si on ouvre une école, on ferme une prison », et effectivement de faire une éducation républicaine et patriotique. Parce que l'éducation républicaine va être aussi une éducation nationaliste, où en fait on va faire comprendre aux enfants qu'il y a quelque chose qui est plus important que les problèmes sociaux, les injustices sociales, etc., c'est la nation. Le fait d'être français, c'est quelque chose de supérieur. Et on va véritablement endoctriner les enfants, notamment dans la haine de l'allemand, puisque l'allemand, c'est celui qui a pris l'Alsace-Lorraine, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça va permettre de détourner l'esprit de la population de l'esprit révolutionnaire, puisque évidemment, on va dire, ben, il y a le droit de vote, il y a l'école, etc. Et l'école permettra le progrès social. Et effectivement, comme on disait, le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain.